Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. On était ensemble la semaine dernière, donc dimanche à peu près à la même heure, et du coup le temps nous avait manqué puisqu'on avait fait un large tour de la situation d'épidémie à laquelle on est confronté, et c'est vrai que du coup le temps nous avait manqué pour prendre les recommandations du docteur Youssef Hodja sur les conduites à tenir en gynécologie obstétrique pendant cette période d'épidémie. Donc effectivement, on a tout loisir aujourd'hui. Et surtout, voilà, puisqu'on a la chance de vous avoir en direct, et je salue les personnes qui nous rejoignent, comment ça va aujourd'hui? Quelle est la situation, docteur? On est un petit peu dubitatif, on est toujours monté, on ne voit toujours pas le bout du tunnel. Il faut surtout pas. Les gens commencent un petit peu à désespérer, ça devient un peu compliqué, c'est un petit peu inquiétant. Il faut surtout pas baisser les bras, c'est surtout pas le moment de se laisser aller. Et il faut se ressaisir et chacun de notre côté, on doit faire ce qu'il faut pour réduire l'ampleur de cette épidémie. Et chacun de nous a son rôle, même si on n'a pas à attendre des décisions venant d'en haut. C'est à nous de nous protéger, de faire dans la prévention, de faire dans l'éducation aussi, et de nous protéger pour protéger nos soignants, pour protéger nos familles, plus que jamais. Parce que là, l'épidémie, on la ressent, et là, c'est tous les jours que nous recevons des patientes COVID+, ou suspects de COVID. Oui. Et donc, surtout pas se laisser aller, il ne faut pas se laisser abattre, on doit continuer à travailler, c'est absolument important parce que c'est vrai que l'épidémie est là, mais il y a aussi les maladies, il y a les urgences, et on doit assurer notre travail de sorte que qu'on puisse encore soigner comme il faut nos patientes, tout en nous protégeant, tout en les protégeant et tout en protégeant tout le monde. J'avais évoqué déjà avec une de vos consoeurs franco-algériennes, docteur Fabienne Messaoudi, en début d'épidémie, les problématiques auxquelles étaient confrontés, les problèmes auxquels étaient confrontés les praticiens en gynécologie obstétrique. Il a fallu s'adapter à la situation, et entre autres, il y a un certain nombre de décisions que les patients ici en France n'ont pas compris. J'imagine que c'était un peu la même chose en Algérie, entre autres sur le fait qu'effectivement, sur un suivi de grossesse, qu'on soit considéré, enfin qu'on soit Covid ou pas, vous avez dû adapter votre attitude et faire en sorte que autant avant la patiente pouvait venir en consultation accompagnée, et là ça n'est plus le cas. Il faut comprendre pourquoi. Absolument. Il faut réduire au maximum les contacts. On en a déjà parlé la dernière fois. C'est une maladie qui est un petit peu insidieuse. C'est vrai qu'elle est bénigne, elle est bénigne pour la majorité des gens, mais il y a des complications très graves, et on ne sait pas toujours pourquoi il y a certaines complications qui peuvent survenir très vite et qui aboutissent à des syndromes de détresse respiratoire, à des défaillances multiviscérales, à des décès. Mais bien qu'on a identifié un certain nombre de facteurs d'aggravation, de gravité, si on veut, ce sont les facteurs de comorbidité, mais la grossesse en elle-même est considérée comme un facteur de comorbidité. Donc, le fait d'être enceinte, avoir le Covid, est un signe négatif. Mais on doit absolument continuer à traiter que la patiente soit Covid ou pas. Parce qu'on ne soigne pas une patiente parce qu'elle a peur de venir chez le médecin pour ne pas attraper le Covid, ou alors que le médecin réduise ses consultations au point où il ne puisse pas voir toutes ses patientes. Et là, c'est une perte de chance, parce que une grossesse mal suivie, ça peut très mal se passer, et pour la maman et pour l'enfant à naître. Ça peut très mal se passer. Ça peut être une hypertension qui passe inaperçue, ça peut être un diabète gestationnel, ça peut être un certain nombre de complications qui peuvent être très graves et qui peuvent être très dommageables, et ça ferait un dommage collatéral au Covid
à la limite autrement plus graves. Il y a, à côté de ça, il y a des urgences sur lesquelles il faut absolument ne pas passer. Une grossesse extra-utérine, ce sont des douleurs et pas que. Et si on passe à côté, une grossesse extra-utérine, une patiente peut en mourir. Donc, c'est très important. Et en gynécologie aussi, ressentir une boule au niveau d'un sein, si on la dépiste pas, si on ne la dépiste pas suffisamment tôt, c'est un retard au diagnostic, donc c'est aussi une perte de chance. Et là, il ne faut pas passer à côté de ça. Donc, par contre, quand il s'agit d'une stérilité d'une patiente qui est mariée depuis, disons, 18 mois, 1 an et demi, 2 ans, qui a un problème de fertilité, on peut retarder éventuellement donc sa consultation ou ses investigations le temps que cette épidémie, du moins que l'ampleur diminue et qu'on travaille dans de meilleures conditions de protection pour nous tous. Il faut avoir en tête qu'il faut limiter au maximum les contacts. Plus il y a contact, plus il y a risque de contamination. Parce que plus de la moitié de la population, ça s'est prouvé maintenant, fait des cas asymptomatiques. C'est-à-dire que plus de la moitié de la population peut faire un Covid, peut être contaminante sans que personne ne s'en rende compte. Donc, pour peu qu'il y ait une patiente asymptomatique ou un accompagnant asymptomatique, il vient en salle d'attente, il peut contaminer les personnes qui sont en salle d'attente, il vient en salle de consultation, il peut contaminer le médecin et puis après, ça permet d'étendre la maladie à l'infini. Donc, réduire le contact au maximum, la distanciation sociale, les gestes barrières, mais pas que. Surtout qu'on se rend compte, on en apprend tous les jours, on l'a dit, même si on ne sait pas tout, on se rend compte que maintenant, on parle de plus en plus de la transmission dans l'air. Dans l'air dehors, apparemment, il n'y a pas de contamination parce que ça passe vite, il y a beaucoup d'air, mais dans une atmosphère confinée, dans une chambre, dans une salle de consultation, dans une salle d'attente, il y a de l'air qui circule, des micro-gouttelettes, des micro-postillons peuvent rester quelque temps dans l'air, suffisamment longtemps pour contaminer d'autres personnes. Voilà. Je ne sais pas quelles sont les consignes qui sont les nouvelles applications qui vont être déployées en Algérie, s'il y en a de nouvelles, mais par exemple, à partir des jours qui viennent, la France rétablit les masques obligatoires dans tous les lieux publics confinés. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on a assisté, je pense que malheureusement, on copie souvent les mauvais exemples, on a assisté en France depuis quelques jours à un relâchement lié au fait que ça y est, on est en période estivale, que les gens sont en vacances et que du coup, on a oublié toute mesure de sécurité avec un retour de bâton. Là-dessus, les choses sont réelles. Eh bien, ce qui pourrait paraître paradoxal, c'est que nous, on a beaucoup mieux fait, on a anticipé et le masque est obligatoire depuis pas mal de temps déjà. Au tout début, il n'y avait pas de masque comme partout dans le monde. Mais après, on s'est débrouillé, on arrive à avoir des masques d'une manière ou d'une autre. Et de tous les cas, maintenant, il est obligatoire d'avoir un masque. Et on est puni, on risque d'être sanctionné si on n'a pas de masque dehors, quoi. Même en voiture, il a été question d'amende de 10 000 dinars pour ceux qui ne portent pas de masque. Bon, je ne sais pas si les sanctions ont été appliquées, mais même en conduisant, il est question donc de porter un masque de manière obligatoire. On revient à l'idée quand même qu'il s'agit de... Oui, pardon docteur, l'idée quand même de limiter ces déplacements à des choses urgentes ou importantes et la consultation médicale reste un déplacement important. On ne décide pas seul de ne pas se rendre chez le médecin. Absolument. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que chacun sache que ce sont des mesures que chacun doit prendre. Si chacun d'entre nous faisait ce qu'il faut, eh bien, on n'assisterait pas à cette situation. Réduire l'ampleur de l'épidémie. Nous n'avons plus à attendre
des mesures ou venant d'ailleurs ou des obligations parce que ça dépend. C'est une question de civil, c'est une question de respect. Si je mets un masque, ce n'est pas pour me protéger, c'est pour protéger mon interlocuteur. Et si mon interlocuteur met le masque, c'est pour me protéger. Donc, c'est aussi du civisme. Et chacun de nous doit le prendre ainsi. C'est pour qu'on se protège tous. Et ça, on n'a pas besoin d'obligation. On doit le faire. Ça doit venir naturellement. Et surtout, il faut qu'on apprenne à vivre avec parce que tant qu'il n'y a pas un hypothétique vaccin, la seule chose qui nous reste, c'est la prévention. Le traitement de la maladie n'existe pas. On sait un peu mieux traiter les complications, mais il n'y a pas de traitement à cette maladie. Il ne nous reste que la prévention. Prévention, et il faut toujours le rabâcher, c'est d'abord le masque, c'est la distanciation sociale et donc c'est les gestes barrières. Et vous disiez, est-ce que, par exemple, en termes d'application de consultation, est-ce que, par exemple, vous avez pu déployer la téléconsultation? La consultation, on l'a fait très tôt, en fait. Très tôt, dès le début, parce qu'au début, il y a eu une sidération. Tout le monde était paralysé par cette épidémie qui est arrivée. Donc, certains ont fermé leurs cabinets, d'autres ont réduit leurs consultations. La plupart, d'ailleurs, ont réduit leurs consultations, ne serait-ce que par le fait qu'on n'avait pas les moyens de protection. Donc, pour protéger nos patients et pour nous protéger, bien sûr. Et puis après, on s'est débrouillé, on a pu avoir nos moyens de protection et on a repris nos consultations dans des conditions pas normales, mais on s'est réorganisé. C'est-à-dire que on travaille sur rendez-vous, salle d'attente vide, et avec un minimum de personnes et un minimum de contacts. Concernant les téléconsultations, en France, ça se fait très facilement et en plus, elles sont payantes. Et ça, oui, oui. Et l'épidémie a été profitable à la télémédecine en France parce que la télémédecine n'arrivait pas à décoller. Hein. C'est vrai que l'épidémie est arrivée à point nommé, alors que c'était un système qui voulait pas se développer et elle est payante, effectivement. Oui, oui. Et les médecins se font payer, Oui. on donne leur numéro de carte bleue et puis nous, ça n'a jamais été payant. Ça ne peut pas être payant, déjà, parce que c'est impossible, parce que nous n'avons pas les moyens de paiement que vous avez. Et seulement, il faut savoir qu'on a toujours fait de la téléconsultation et dès le début, et ça continue. Et c'est tous les jours que nous avons des patientes qui nous appellent et que nous conseillons, à qui nous faisons des prescriptions ou des conseils. Et puis voilà. Quelles sont les questions? Tout à fait bénévole, évidemment. Oui, oui. Et quelles sont les questions? Quelles sont les inquiétudes? Est-ce que, en fonction de l'avancée de la grossesse, par exemple, chez vos patientes enceintes, les questions sont différentes, les inquiétudes sont différentes? Eh ben, elles ont peur d'attraper le Covid, elles ont peur de la contamination de leur bébé et elles ont peur des conditions de l'accouchement et donc aller accoucher avec un maximum de sécurité. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez pris des dispositions particulières pour les salles d'accouchement? Dans les salles d'accouchement, comment ça se passe? Ou est-ce que c'est des conditions que vous avez déjà mis en application auparavant en dehors de l'épidémie? Maintenant, les patients portent des masques, ce qu'elles ne portaient pas. Voilà, c'est à ce niveau. Autrement, nous avions déjà nos moyens de protection. On se protège un peu plus avec des surblouses ou des casaques ou des tenues de bloc plus facilement qu'avant, mais ça se fait tout à fait naturellement et beaucoup plus facilement d'ailleurs qu'en cabinet de consultation où nous avons pris vraiment de nouvelles manières de travailler. Je vous posais cette question-là de manière un peu intéressée parce que je sais que par exemple en France, il est assez fréquent que les papas soient présents en salle de naissance. Alors je ne sais pas si c'est le cas systématiquement en Algérie ou pas, mais est-ce qu'il a fallu vous adapter à cette situation-là et expliquer qu'effectivement la salle de naissance ne pouvait plus être la salle où on partage ce moment?
Ben, dans tous les cas, réduire le contact au maximum. Déjà, les visites en clinique, elles sont réduites. Il y a très, très peu de personnes qui peuvent aller visiter leur famille. Et ça, elles le comprennent, les patientes. Nous, c'est beaucoup plus simple. Le seul endroit où régulièrement les papas viennent assister à la consultation, c'est à l'échographie. Oui. Ah, déjà, il y a une petite frustration. Il fut un temps où c'était le papa, la belle-mère, la maman, les enfants, c'était tout le monde qui voulait entrer, voir le bébé, voir la photo du bébé. Là, non, c'est fini parce qu'il faut retirer les contacts, évidemment. En sa de naissance, c'est beaucoup plus simple. Il était tout à fait exceptionnel qu'un papa assiste à l'accouchement donc, c'est vraiment, c'était de l'ordre de l'exception. Maintenant, c'est zéro. Oui, carrément. C'est Vous avez... Oui. pas plus de frustration que ça parce que ce n'est pas, disons, dans nos traditions. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je posais la question, parce que c'était intéressant de le savoir. L'échographie, pareil, est-ce qu'il y a eu des nécessités de s'adapter, j'imagine, avec des précautions encore plus importantes sur la propreté du matériel, le nettoyage du matériel avant et après chaque... Absolument. Là, c'est le nettoyer avant de nettoyer le divan, le clavier, tout ce qu'on utilise, les sondes. De toute façon, on le faisait déjà. Mais là, on le fait de manière plus approfondie entre chaque patiente. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et on travaille tout à fait normalement. Et c'est absolument nécessaire. Et c'est très grave si on interrompait notre travail. Parce que ça serait vraiment une perte de chance. Et donc, le suivi de la grossesse est tout à fait primordial. Et il est arrivé que des patients ne viennent pas, par peur du Covid, ne viennent pas alors qu'on a raté leur rendez-vous. Et à partir du moment où elle rate des rendez-vous, elle peut se retrouver avec des complications qui peuvent arriver sans qu'on s'en rende compte. Et ça peut être dommageable et pour la maman et pour le bébé à naître. Justement, sur les types de complications, est-ce que vous avez récupéré des patientes qui avaient échappé à leur suivi de grossesse, et qu'est-ce que vous avez éventuellement comme moyen? Les appeler, les contacter, en leur disant vous n'êtes pas venu à votre visite. Quel est le rythme des visites d'ailleurs en Algérie, s'il y en a? Il y a des visites. Bon, non, mais les patientes en général consultent. Bon, maintenant, ça dépend des populations aussi. C'est toutes les femmes qui penchent au cabinet médical, c'est pas toujours possible. Mais pour celles que nous voyons, elles consultent tout à fait régulièrement. Il arrive qu'on les appelle pour leur dire que vous avez votre rendez-vous, vous avez raté votre rendez-vous et qu'il faut rattraper et les suivis sont faits. Mais pour celles qui ont des grossesses à risque et qui savent que déjà qu'elles ont des grossesses à risque, elles continuent à suivre tout à fait normalement, évidemment. Vous disiez la semaine dernière à Dr Youssef Hodja que toute patiente non dépistée est potentiellement une patiente dite à risque. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des patientes, des mamans qui sont diagnostiquées Covid, plus? Est-ce que ça nécessite pour vous, est-ce qu'elle nécessite une prise en charge ou un suivi particulier? Toute patiente, alors attendez, à risque, il y a plein de risques dans la grossesse. Oui, De Covid, évidemment. Covid, oui, tout à fait, oui, oui. Toute patiente qu'on reçoit, je vous avais parlé d'une étude où 90% des patientes Covid plus étaient asymptomatiques. Donc, toute patiente que nous recevons est considérée comme si elle était Covid. Donc, on fait comme si elle était Covid plus. Et ce sont des patientes symptomatiques qui ont un circuit particulier. À partir du moment où on suspecte un Covid, on les garde pas, c'est pas nous qui les suivons, on les envoie. Il y a un circuit Covid au niveau des hôpitaux. Sur Alger, c'est les hôpitaux hospitalo-universitaires, quoi. Donc, comme l'hôpital Parnay, par exemple,
et ils ont des services Covid, ils ont une consultation, ils ont un circuit Covid avec une consultation dédiée et un service dédié Covid où les patients sont particulièrement pris en charge. Je prendrai juste le cas, par exemple, hein, parce que ça vient de m'arriver la semaine dernière, donc après dimanche d'ailleurs, une patiente qui s'est retrouvée avec une symptomatologie Covid. Elle avait un syndrome duval et elle avait une difficulté à respirer. Et très rapidement, au bout de 2 jours, elle ne pouvait plus respirer. Il lui fallait de l'oxygène. Elle était à 33 semaines de grossesse. 33 semaines en Algérie, c'est pas bon, c'est une grosse prématurité. Il y a de gros risques pour le bébé. Je l'ai fait hospitaliser le jour même, donc par téléphone. Ça s'est passé en téléconsultation. Donc, j'ai parlé à son mari. J'ai contacté l'hôpital Parnay. Elle est arrivée à Parnay à midi. Elle respirait difficilement. À 13 heures, ils l'ont césarisée. Parce que le fait de césariser, ça décharge, ça donne donc, ça lui permet de respirer. Quitte à perdre l'enfant à la limite. Hein. Elle a été césarisée dans l'urgence. Elle s'est tout de suite sentie mieux sur le plan respiratoire. Maintenant, aujourd'hui, son enfant est sorti de l'hôpital. Il est en forme. On est content pour eux tous. Elle est en voie de guérison. Disons qu'elle est en convalescence. En tout cas, elle va beaucoup mieux. Elle est sauvée, en tout cas. Voilà. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Autrement, une patiente qui est enceinte, qui fait une fièvre, nous n'avons pas à l'examiner. Normalement, on l'envoie vers le circuit Covid, vers les maternités où on s'occupe du Covid. Parce qu'on prend le risque, là, vraiment, de contaminer le cabinet, la salle de consultation, le médecin et tout l'entourage. Oui, pardon, vous m'entendez, ça a encore coupé, je suis désolée. Je suis désolée hein, parce que je ne sais pas, d'ailleurs, j'avais proposé aux personnes qui sont nombreuses aujourd'hui, beaucoup plus nombreuses que la semaine dernière, de ne pas hésiter à nous remonter nous faire leur retour d'expérience ou nous dire voilà, comment ça se passe pour ceux qui exercent en libéral dans des cabinets, d'autres, je ne sais pas, hein, quels sont éventuellement dans les personnes qui sont connectées, si on a uniquement des praticiens hospitaliers, et je serais ravie, pareil, qu'ils puissent nous faire leur retour d'expérience. Que connaît-on aujourd'hui de la transmission mère-enfant dans le cadre toujours de l'épidémie Covid? Est-ce qu'il y a une possibilité de transmission pendant la grossesse, au moment de l'accouchement? Qu'est-ce qu'on en sait? Où en est la science aujourd'hui? Transmission verticale en cours de grossesse, c'est rarissime, mais c'est prouvé, ça vient d'être prouvé d'ailleurs à Antoine Béclair, où il est sûr qu'un bébé a été atteint in utero. Transmission en cours d'accouchement, ça c'est plus fréquent et ça peut arriver. Au cours d'accouchement, après l'accouchement, le bébé il est contaminé par sa maman. Transmission donc qui est plus plausible, qui est plus fréquente. Ce qui reste, c'est que ce qui reste et qui est encore hypothétique parce que c'est une maladie qui est encore toute nouvelle, ce sont toutes les patientes qui ont fait le Covid en tout début de grossesse. Alors là, on ne sait pas s'il y a atteinte du bébé et quel est le degré d'atteinte du bébé. J'ai eu des patientes qui ont fait un Covid à 7 semaines de grossesse, à 7 semaines d'aménagement, 7 semaines de grossesse, en tout début, quasiment même pas 2 mois de grossesse. La grossesse est toujours en cours. Oui. Qu'est-ce que ça va donner? Ça, on ne le sait pas encore. Oui, parce qu'on imagine, hein, pardon, là c'est la franco-algérienne qui parle, et on imagine qu'il est compliqué à ce terme de grossesse d'évoquer même une interruption médicale de grossesse. Ah non, mais oui, non. Jusqu'à maintenant, ça ne s'est fait nulle part au monde, hein, par rapport au Covid en tout cas. Parce qu'on ne sait pas si le Covid passe et on ne connaît pas l'impact. Et s'il passait, on ne connaît pas l'impact. Quoique, pour l'enfant qui est né à Antoine Béclair et qui est prouvé Covid transmis en cours de grossesse, on a des atteintes neurologiques. On a au niveau du cerveau une atteinte au niveau du cerveau. Ça, c'est ce qui est prouvé. C'est le premier cas documenté quasiment au monde. Et c'est tout nouveau. Donc, il y en a peut-être d'autres. On ne le sait pas encore, c'est encore tout nouveau. Je voudrais peut-être
que ce soit pour vous, docteur, c'est pas juste à vous, docteur Youssef Hodja, la question, mais peut-être à vos confrères aussi et consorts qui sont connectés. Depuis quelques jours, quelques semaines, on entend beaucoup le cri d'alarme de médecins en prise avec le Covid-19 en Algérie. Quelle est la situation en gynécologie et obstétrique? Est-ce que les choses sont sous contrôle et vous arrivez bon an, mal an à gérer la situation? Vous avez trouvé un point d'équilibre ou vous êtes inquiet d'une situation qui peut très vite dégénérer? Nous avons des repères. Quand on était confiné ou plus ou moins confiné, on n'avait pas beaucoup de cas. Et nos repères, c'est le nombre de décès et c'est le nombre de personnes hospitalisées. Et il se trouve que pendant le Ramadan, certains services Covid ont carrément fermé. Il n'y avait plus de malades. Ça a repris au déconfinement, partiel, certes, mais ça a repris parce que l'épidémie a continué à évoluer à bas bruit, le virus a continué à circuler, surtout à cause de tous ces asymptomatiques que nous ne pouvons détecter quand faisant des PCR et comme on les fait pas. Et en plus, on n'a pas à faire des PCR à tout le monde. Les PCR, c'est les tests qui permettent de savoir si on est atteint ou pas, ne sont intéressants que si on les fait à tous les cas suspects et à tout l'entourage des cas suspects. Parce que les cas suspects, à la limite, on les traite s'ils sont positifs et c'est réglé. Mais tous les contacts des cas suspects, si on les laisse dans la nature, c'est eux qui vont étendre l'épidémie. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde et c'est pour ça que le déconfinement a fait que partout dans le monde, ça a repris, ça a plus ou moins flambé suivant les systèmes de santé, suivant les manières de faire des pays et pas forcément suivant la qualité du système de santé. Oui. Il y a un système de santé qui est loin d'être le meilleur du monde, qui est peut-être l'un des plus faible du monde, je citerai le Vietnam, qui est un pays pauvre et qui a, à ce jour, 0 décès. Donc, c'est peut-être l'exemple à suivre. Tout le monde a tâtonné. Les Américains ont fait n'importe quoi, les Anglais aussi, les Suédois qui ont laissé faire, ils se retrouvent avec plein de décès. L'Europe, la France, c'est pas très bon. Nous, sur le plan pourcentage, nous avons encore de bons résultats, mais on risque de perdre ce bénéfice si on n'a pas les mesures adéquates, la prévention au niveau de chacun et les mesures qui ne sont pas de notre ressort. On ne cessera de répéter effectivement de se reprendre, le relâchement est la pire des situations à laquelle on s'expose tous, nos proches et les personnes moins proches. Il y a une date importante qui se rapproche de nous, c'est la fête de l'Aïd. Vous avez des inquiétudes par rapport à ça ou au contraire vous êtes serein sur le bon sens qui ne manquera pas de rattraper nos compatriotes? Un vœu pieux, le Oui. bon sens, patriote. Moi, en tant que médecin, je suis très inquiet. Mais personnellement, j'y peux rien. Il faudrait que chacun d'entre nous arrive à dissuader tout son entourage de laisser le mouton tranquille pour cette année. Parce que dans tous les cas, on augmente potentiellement les risques, on risque la flambée de cette épidémie et on ne peut pas dire qu'il y aura de la distanciation sociale. Ça n'est pas possible. C'est une fête où on est forcément proche, c'est une fête familiale, on est proche et dans la manière dont ça se fait, on ne peut qu'aggraver les choses. Donc, le bon sens, chacun d'entre nous devrait éviter le sacrifice du mouton cette année. Et les moutons nous remercieront, c'est ça? J'en veux pour cause quelques caricatures sur Facebook ces jours-ci.
qui aiment le mouton, ils le consommeront plus tard, une fois que on fera la fête quand il n'y aura plus le Covid, par exemple. Oui, il sera toujours temps de le faire, voilà. Préservons-nous. En rappelant qu'effectivement, ceux qui comptaient, pardon de répéter hein, toujours, mais ceux qui comptaient sur la chaleur, les fortes chaleurs pour que le virus disparaisse, on le Ce n'est pas répète, malheureusement. ce n'est pas la grippe. Et c'est une maladie qu'on ne connaît pas et qui évolue et qui est très insidieuse. Et en plus, les dégâts qu'elle fait sont très aléatoires. On ne sait pas qui va avoir une forme grave, qui va avoir une forme mortelle. On ne sait pas pourquoi, en dehors des facteurs de comorbidité, hein, de l'âge, de certaines tares, de choses comme ça. Indépendamment de ça, il y a des jeunes qui meurent. Et on ne sait pas pourquoi ces jeunes meurent. Donc, pas à dire, bon, il suffit de confiner les vieux, il suffit de confiner les tarés, et puis on laisse le virus évoluer et on aura l'immunité naturelle. On ne sait même pas s'il y a immunité. Et s'il y a immunité, quel est le degré de cette immunité? Et s'il y a immunité, quel est le prix à payer? La vie n'a pas de prix, qu'on soit vieux ou jeune. Donc moi, en tant que soignant, en tant que médecin, je n'accepterai pas qu'il y ait un mort. Même si on dit, bon, c'est quoi, bon, sur un pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de morts qu'en France. Nous sommes à 25 morts, 25 et quelques morts par million d'habitants, par million, alors qu'en France, on est à 450. Mais nous n'avons pas à avoir les chiffres de la France. Oui, ce n'est pas une compétition, là. Oui. Donc, préférer être comme le Vietnam, avoir 0. Mais c'est vrai que tout le monde a tâtonné. Il se trouve que le Vietnam a bien fait. Mais au moment où le Vietnam l'a fait, d'autres le critiquaient. C'est maintenant qu'on se rend compte que le Vietnam a bien fait. Parce que ce que le Vietnam a fait, il a fait du confinement ciblé, mais autoritaire. Il a obligé, il a pris, par exemple, tous ceux qui venaient par avion dans son pays étaient obligatoirement confinés. Pas chez eux, ils étaient confinés, et puis de manière vraiment autoritaire. Dans une démocratie, c'est peut-être qu'on trouverait à y redire, mais finalement, il a bien fait. Les résultats sont là. Et à côté du confinement, ce qu'ils ont fait au Vietnam, ils ont testé. Mais ils n'ont pas testé tout le monde, parce qu'on ne peut pas tester tout le monde. Il n'y a que la France qui peut tester 1 million d'habitants par semaine ou un truc comme ça. Et qui ne l'a pas fait. Oui, et on n'a pas pu le faire. Oui. Nous n'avons pas ces termes. Le Vietnam n'a pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Pour chaque cas Covid, il a testé 1000 personnes. C'est-à-dire qu'il teste systématiquement tout l'entourage du cas atteint. Alors, il teste tous les contacts, mais pas seulement les contacts, il teste les contacts des contacts et les contacts des contacts des contacts. C'est-à-dire à 3 niveaux. Donc, pour chaque cas, il teste 1000 personnes. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à avoir un bon résultat. Ça, a posteriori, on me dit que c'est très bien, surtout qu'ils ont bien fait par rapport à d'autres. Mais c'est vrai qu'au moment où ils faisaient ça, on pouvait se dire qu'ils sont fous, ils font n'importe quoi ou des choses comme ça. Mais on voit très bien. Tous les pays, je pense que c'est peut-être l'exemple à suivre. Mais là, ce n'est pas ma décision. Moi, en tant que soignant, je me protège. Je parle. Vous avez une famille aussi, vous avez des. Je protège celle que je soigne. Je protège ma famille, je protège tout mon entourage. Et si chacun d'entre nous faisait ça, ça c'est déjà beaucoup, beaucoup. On n'a pas à attendre autre chose. On a fait le point. Je remercie vraiment les personnes qui sont nombreuses ce soir à être avec nous, ne pas hésiter à nous faire remonter leur retour d'expérience. Je les connais presque tous. Je crois qu'il n'y a que votre fan club aujourd'hui, docteur. Ah. Ce sont la plupart des noms qui me sont inconnus, mais que je salue vraiment d'être. Il y a beaucoup de gynécos, mais il y en a que je ne connais pas non plus. Hein. Oui, oui. Il pourrait parler. Elle est. Qui, pardon, qui ça? Elle est à la maternité de l'hôpital Mustapha. Voilà. Ah, génial. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, merci. Je vous en prie. Donnez-nous votre expérience. Justement, elle n'est pas très grande, puisque depuis à peu près 6 mois, on est en travaux, donc on a réduit l'activité du service. Et notre service était une unité de grossesse à haut risque de niveau 3, mais là, on n'a plus cette activité-là du tout.
on ne prend vraiment que les accouchements normaux. Donc, tout ce qui est Covid, effectivement, ou suspicion de Covid, est orienté vers les autres structures, des autres hôpitaux universitaires, mais les autres hôpitaux universitaires. Mais c'est vrai qu'il n'y a que les hôpitaux universitaires avec un service de néonat qui prennent en charge donc, les femmes qui sont testées Covid+. Elles sont hospitalisées dans un premier temps, mais il y a des recommandations très claires qui ont été éditées par le ministère de la Santé, par la société, notre collège de gynécologie obstétrique. On les suit comme c'est recommandé. De toute façon, on a fait comme ce qui se fait à l'international, puisqu'on a copié l'expérience des uns et des autres. Et puis voilà, mais en fait, effectivement, moi personnellement, je n'ai pas une très grosse. J'ai quelques malades qui sont passés chez nous et pour lesquels j'ai appris par la suite qu'elles étaient Covid+, elles étaient complètement asymptomatiques. Donc, effectivement, je les ai consultées, etc. C'est a posteriori, on nous prévient, attention, cette patiente était Covid+. À ce moment-là, de toute façon, il n'y a rien à faire, mais on a toujours maintenu, depuis le début, les méthodes, donc le port du masque obligatoire pour nous. Pour les patientes, moi, une patiente qui s'approche sans masque, je marque la ferme On a pris, distance. Gardez une distance, mettez votre masque. Et à ce moment-là, mais ça ne nous a pas du tout arrêté dans notre consultation. On a continué à voir les patientes. Ça nous donne un travail vraiment supplémentaire, puisqu'il faut nettoyer entre chaque patiente, tout redésinfecter. Et personnellement, je n'attends pas de notre personnel paramédical de le faire, puisqu'on n'en a pas. Donc, c'est nous qui le faisons. Sinon, voilà, quand il y a eu quelques décès, on entend par-ci, par-là, qu'il y a eu telle patiente qui est décédée d'un Covid dans un contexte donc, de détresse respiratoire, mais c'est vrai que les conduites sont claires. S'il y a un Covid, si la patiente est en détresse respiratoire et qu'on est au-delà de 32 semaines, voire même 28 semaines, ça dépend de la structure qui peut accueillir le nouveau-né, il faut impérativement arrêter la grossesse. Un peu plus jeune, franchement, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Il y en a, je vous ai dit, j'ai un retour, on me dit elles sont Covid, c'était de grossesses jeunes qui ont ensuite été hospitalisées, mises sous traitement et pour lesquelles je n'ai pas de suite. Hein, mais généralement, quand il y a vraiment une suite négative, on a toujours un retour. Oui. Voilà. Merci infiniment, docteur. Ben, je vous salue, et puis j'irai la prochaine fois que je descends à Alger, je passerai vous voir parce que avec plaisir. Mon point de chute est du côté de l'avenue du Joncher, donc vers le Sacré-Cœur. Donc, ce sera avec beaucoup de plaisir. Il y a docteur Gustave Rodjak que je vois sourire parce qu'il connaît mon quartier général. Merci en tout cas, merci infiniment d'avoir partagé votre expérience. Allez, elle n'est pas grande. Au plaisir. Merci beaucoup, allez, docteur. Merci à vous. Merci. Oui, merci. C'était super intéressant. Il y a peut-être d'autres confrères ou consoeurs qui veulent prendre la parole sur les quelques minutes qui nous restent, docteur. Ou qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans les recommandations qu'on n'arrête pas de répéter depuis des semaines? C'est qu'on en a encore pour quelques semaines, vraisemblablement. Même un peu plus que ça. Il faut apprendre à vivre. Il faut apprendre à vivre avec, il ne faut pas se décourager. Parce que là, tout le monde a tendance à se décourager et puis à se laisser aller. Là, il est interdit d'aller à la plage, mais le dernier week-end, il y avait du monde à la plage. C'est pas bon, là. Là, il y a encore des gens qui ne mettent pas de masque ou qui les mettent encore sous le menton, donc qui ne font pas ce qu'il faut. Et le virus continue à circuler. Docteur, vous, en qualité de gynécologue obstétricien, mais là pour le coup c'est le gynécologue auquel je m'adresse, est-ce que vous avez constaté qu'il y a des femmes, pour le coup, qui ne nécessitaient pas un suivi de grossesse, mais qui avaient besoin d'un suivi gynécologique, qui ont complètement échappé à vos consultations et qui se retrouvent aujourd'hui, vous récupérez des cas compliqués, complexes? Des cas compliqués, complexes, non. Mais c'est vrai que certains rendez-vous ont été espacés, certains rendez-vous ont été ratés, et surtout quand il s'agit de gynécologie. Mais quand il s'agit d'urgence, quand c'est une femme qui saigne, quand elle vient quand même. Mais c'est surtout en fertilité que
Les rendez-vous ont été différés? Absolument. Mm. Par le fait qu'on donne moins de rendez-vous et qu'on réduit donc les consultations d'assistance médicale à la procuration, mais aussi parce que les patientes ont peur aussi. Hein. Elles vont moins chez le médecin parce qu'elles ont peur. Et donc, à la limite, c'est de l'autoconfinement. Mm. Est-ce que je rappelle que vous êtes, alors que je dis pas de bêtises, président du syndicat national des... Syndicat. Pas celui-là. Syndicat. C'est l'Association nationale des gynécologistes libéraux. Oui. Vous avez édité, j'imagine, évidemment, des recommandations qui ont été communiquées à... On suivi les recommandations qui se font un peu partout dans le monde. Donc, voilà. Vous prévoyez, habituellement, vous tenez congrès une fois par an, une fois tous les 2 ans? Un congrès tous les ans, habituellement c'est au mois de septembre. Oui. Cette année, il est reporté au 13-14 novembre, sous réserve que l'épidémie s'estompe, quoi. Donc, on ne sait pas encore. Pour l'instant, il est encore maintenu au 13-14 septembre. D'accord. Avec un programme peut-être qu'on peut évoquer sur les quelques minutes qui nous restent? Si on n'a pas d'autres questions ou d'autres personnes de vos confrères ou consoeurs qui souhaitent intervenir, vous avez un petit peu élaboré un programme. Vous pouvez nous en livrer quelques... Nous avons fait un certain nombre de webinaires. Donc, on a fait de la formation médicale continue. C'est la vocation de notre association. Donc, on a fait 8 webinaires concernant la gynécologie obstétrique. D'abord par rapport au Covid, au début, et puis même concernant la gynécologie, les malformations, l'endométriose, enfin un certain nombre des sujets qui nous concernent et qui nous permettent, pour lesquels nous devons avoir des mises à jour. Et donc, ça nous a, au lieu de faire des journées où on se rencontre, comme on le fait, c'est fait sous forme de webinaire. Donc, c'est moins convivial, mais ça permet de réunir du monde et de se mettre à jour. Tout à fait imaginer que le prochain congrès, qu'il ait lieu en septembre ou plus tard, évoque, face à un retour d'expérience sur cette épidémie, en espérant que d'ici là, on s'en sera tous sortis. On peut toujours espérer que ce sera juste un mauvais souvenir. Parce qu'il est question de parler de toute autre chose que du Covid, quoi. C'est pas du Covid qu'on vit, c'est pas vraiment ça qui nous passionne. Là, on le subit, mais on doit faire au mieux pour nous en sortir, pour soigner nos patientes et pour qu'il y ait le moins d'impact négatif sur toute la population, évidemment. On va rappeler, puisqu'après je vais vous laisser les uns les autres souper tranquillement. Merci à tous les nombreux participants qui ont été des nôtres aujourd'hui. Vous dire que la vidéo sera en ligne demain, qu'elle sera disponible donc sur les réseaux, sur ma page Facebook, ainsi que sur la page du docteur Youssef Hodja, que tous les commentaires sont les bienvenus, vos retours d'expérience, si vous souhaitez poursuivre ou aborder une question qu'on n'aurait évidemment pas abordée aujourd'hui. Il est temps de rester assez généraliste, on n'est pas rentré dans le détail, mais voilà, s'il y a un mot d'ordre à redonner, c'est vigilance, vigilance, vigilance. Plus que jamais vigilance, se protéger. Et donc, c'est la prévention et toujours aussi de l'éducation, parce que c'est à nous aussi d'expliquer, de toujours expliquer à tout le monde, à tout notre entourage, à nos patientes, les enjeux et puis les risques et comment se protéger. Et ça nous permettra donc d'en sortir au plus vite. En attendant, bien sûr, donc vivre avec cette distanciation sociale, avec ces gestes barrières, tant que nous n'avons pas de vaccin, quoi. Et là, on en a encore peut-être pour une année, quoi. Patience. Merci infiniment. Merci, Dr Youssef Hodja. Merci à tous vos confrères, consoeurs. Bonjour à Alger et puis toutes les villes d'Algérie.
à ce pays qui nous est cher. Et puis, prenez soin de vous les uns les autres. Merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour nous C'est donner moi. d'en discuter. Et surtout, c'est très pédagogique parce que il faut pas arrêter de faire attention, il faut pas arrêter de se protéger. Il est arrivé à certains médecins de me dire, pourvu que j'attrape ce Covid, je serai tranquille. Alors que c'est pas vrai. Parce que même s'il attrape ce Covid, peut-être qu'il sera même pas immunisé. Donc, autant pas la faire. Donc, protégez-nous, protégez-vous et à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Merci à vous. Prenez tout soin de vous. Merci infiniment de votre présence. Excellente soirée. Bonsoir au docteur Cherfi. Bonsoir à vous toutes et tous. Et au plaisir de venir vous voir à bientôt à Alger. Ça me manque. Merci. À bientôt. À bientôt, Slamé. Merci beaucoup. Au revoir.